23 mars 2005, 13h20. À l'intérieur de la tour de distillation de la raffinerie BP de Texas City, le niveau d'hydrocarbures montait. Les brûleurs du four chauffaient continuellement la charge. En conditions normales, ce flux d'hydrocarbures chauffés entre dans la tour, où les composants les plus légers se vaporisent et montent vers le haut, tandis que le produit liquide stabilisé sort par le bas et se dirige vers le bassin de mélange de l'essence. Mais depuis la nuit précédente, la charge entrait bien dans la tour comme prévu, tandis que la sortie ne s'effectuait pas correctement. La tour continuait de se remplir, mais le transmetteur de niveau indiquait une fausse valeur. En conditions normales, lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint 7 pieds, l'instrument affiche une lecture de 100%. Mais cette nuit-là, le niveau avait déjà atteint 13 pieds, alors que le compteur indiquait encore seulement 96%. La vanne de régulation de pression située au sommet de la tour ne fonctionnait pas non plus correctement. Pendant le changement d'équipe du matin, l'opérateur ne savait pas que non seulement la tour, mais aussi l'échangeur de chaleur et les tuyauteries connectées étaient complètement remplis. À 13h04, la tour haute de 170 pieds était remplie sur près de 158 pieds. Pourtant, l'indicateur de niveau n'affichait que 78%. De l'extérieur, la tour semblait normale, mais lorsque la pression interne a dépassé la limite de sécurité, les soupapes de décharge se sont ouvertes. En seulement 6 minutes, près de 196 500 litres d'hydrocarbures chauds et inflammables se sont écoulés dans le collecteur. Cette matière devait normalement retourner dans un système en boucle fermée. Mais au lieu de cela, elle a atteint le ballon de purge. Le ballon n'a pas pu supporter la pression et les hydrocarbures ont commencé à s'échapper par les vents. En s'échappant, les hydrocarbures ont formé un nuage de vapeur qui s'est mélangé à l'air, créant un mélange air-carburant prêt à s'enflammer. À environ 25 pieds de ce nuage de vapeur, un pick-up diesel reculait avec son moteur en marche. Les vapeurs d'hydrocarbures sont entrées dans le moteur diesel. Contrairement à un moteur à essence, un moteur diesel n'utilise pas de bougie d'allumage. Dès que ces vapeurs sont entrées dans le moteur, celui-ci s'est emballé de manière incontrôlable, ce qui pouvait provoquer un retour de flamme ou créer une autre source d'inflammation. Cette source d'inflammation a embrasé le nuage de vapeur, déclenchant plusieurs explosions en chaîne. Le nuage a touché une zone de près de 200 000 pieds carrés. Plus de 18 personnes ont été tuées et environ 185 ont été blessées. Maintenant, observons la raffinerie comme un système complet. Une raffinerie contient plusieurs tours, car le pétrole brut est traité en différentes étapes, à l'aide de hautes températures, de pression et de vide. Le pétrole brut est principalement composé de longues chaînes d'hydrocarbures, mais il contient aussi des impuretés comme le soufre, l'azote et les métaux. Les différentes unités de la raffinerie séparent, purifient et transforment ces hydrocarbures en produits utiles, mais extrêmement inflammables. Une raffinerie de pétrole ne produit pas seulement de l'essence et du diesel, elle produit de nombreuses matières différentes. On peut donc considérer le raffinage comme le processus qui consiste à séparer les ressources cachées à l'intérieur du pétrole brut. Après son arrivée à la raffinerie par tanker, le pétrole brut est d'abord stocké dans de grands réservoirs. Depuis le réservoir de stockage, le pétrole brut arrive à la pompe de charge du brut. Cette pompe aspire le pétrole depuis le réservoir et l'envoie dans le train d'échangeurs de chaleur, où plusieurs échangeurs de chaleur sont connectés en série. À l'intérieur des échangeurs de chaleur, le pétrole brut circule dans les tubes, tandis que des flux de procédés chauds circulent autour d'eux. Ces flux chauds transfèrent leur chaleur au pétrole brut et augmentent progressivement sa température. Nous comprendrons plus tard d'où vient cette chaleur. Le pétrole brut contient des impuretés comme des gouttelettes d'eau, des sels, du sable et des composés soufrés. Elles doivent être retirées car elles peuvent provoquer de la corrosion dans les pipelines, des blocages à l'intérieur du four et endommager les catalyseurs. Le pétrole brut entre ensuite dans le dessaleur. Ici, de l'eau est mélangée au brut afin que les sels se dissolvent dans cette eau. Un champ électrique est ensuite appliqué, ce qui pousse les petites gouttelettes d'eau à fusionner, à devenir plus lourdes, puis à se déposer au fond. Cette eau salée est évacuée par le bas, tandis que le brut nettoyé est envoyé vers l'étape suivante par le haut. Après le dessalage, le pétrole brut repasse dans le train d'échangeur de chaleur où sa température atteint environ 180 à 200 degrés Celsius. À cette température, certains composants plus légers peuvent être séparés du brut. Le flux est donc envoyé dans le préfractionneur. À cette température, les composants les plus légers se vaporisent, montent vers le haut et passent dans le condenseur. Cette section permet principalement de récupérer le gaz combustible, le GPL et le naphta. Le condenseur refroidit les vapeurs et transforme une partie d'entre elles en liquide.
En termes simples, il retire la chaleur du flux de vapeur avec les vapeurs chaudes qui circulent dans les tubes et le fluide de refroidissement qui circule autour. Après refroidissement, une partie de la vapeur se condense en liquide, mais le GPL et le naphtha restent encore mélangés et ne répondent pas aux normes de qualité du marché. Ce mélange est ensuite envoyé vers l'accumulateur où le liquide se dépose au fond. Une partie de ce liquide est renvoyée vers le préfractionneur et c'est ce que l'on appelle le reflux. Les gaz restant en haut de l'accumulateur sont envoyés vers la colonne de stabilisation. Un rebouilleur est installé près du bas de cette colonne, où de la vapeur à haute température circule dans les tubes et fournit de la chaleur. Comme le GPL et le gaz combustible sont plus légers, ils montent vers le haut, tandis que le naphtha stabilisé est récupéré par le bas. Ce naphtha sera ensuite amélioré pour devenir de l'essence. En termes simples, il s'agit d'un flux précoce appartenant à la gamme essence. Plus tard, nous verrons comment ce naphtha est transformé en essence. Après cela, le gaz combustible et le GPL sont envoyés sous pression dans la colonne de déséthanisation. La chaleur est fournie par le rebouilleur situé en bas, ce qui permet de séparer davantage le GPL et les gaz combustibles plus légers. Le GPL, obtenu dans cette section, n'est pas directement prêt à la vente car il peut contenir du sulfure d'hydrogène, des mercaptans et d'autres composés soufrés. Le GPL contient principalement des composants de la gamme propane et butane qui peuvent être séparés à l'aide de colonnes de dépropanisation et de débutanisation selon la conception de la raffinerie. Ensuite, les impuretés sont retirées à travers des étapes de traitement, de séchage et de contrôle afin de produire un GPL adouci prêt pour le stockage et la vente. Le préfractionneur ne sépare qu'environ 5 à 10% de la matière présente dans le pétrole brut. Le brut restant passe ensuite dans le train d'échangeurs de chaleur et entre dans le four. Ces échangeurs de chaleur réduisent la charge du four en préchauffant le brut autant que possible avant son arrivée dans le four. À l'intérieur du four, de puissants brûleurs augmentent la température du pétrole brut. Lorsque le brut quitte le four, sa température atteint environ 350 à 360 degrés Celsius. Il entre ensuite dans le fractionneur principal, aussi appelé unité de distillation atmosphérique du brut, souvent considéré comme le cœur de la raffinerie. Au bas du fractionneur principal, le brut entre dans la zone de flash. Comme l'huile est extrêmement chaude, les composants les plus légers se vaporisent et montent dans la tour. À l'intérieur de la tour, plusieurs plateaux sont installés avec du liquide accumulé autour d'eux. Imaginons que le liquide présent sur un plateau soit à 310 degrés Celsius. Si le point d'ébullition d'une molécule de vapeur est supérieur à 330 degrés Celsius, elle refroidit au contact du liquide et se condense sur ce plateau. Mais une molécule de vapeur dont le point d'ébullition est plus bas ne se condense pas sur ce plateau. Elle reste sous forme de vapeur et continue de monter. De cette manière, différents flux de carburant sont récupérés dans différentes zones de température. Dans la tour de distillation, les gaz les plus légers montent jusqu'au sommet, tandis que les produits plus lourds sont récupérés plus bas. Le gaz combustible et le GPL sont obtenus dans la section supérieure, le naphtha en dessous, le kérosène et le carburéacteur dans la section centrale, puis le diesel et le gasoil léger plus bas, suivi du gasoil lourd et enfin du résidu au fond. Une tour de distillation du brut peut mesurer environ 150 à 200 pieds de haut et contenir près de 30 à 50 plateaux où les différents produits se séparent selon leur plage de température. Pendant la distillation, certaines molécules plus lourdes peuvent monter au-dessus de leur plateau correct et atteindre une section plus haute de la tour. Pour améliorer la séparation, une partie du liquide, provenant du plateau supérieur, est renvoyée vers le bas. Cela aide les molécules plus lourdes à se déposer plus bas, tandis que les molécules plus légères continuent de monter. Parfois, des molécules plus légères comme celle du kérosène peuvent aussi sortir avec le diesel. Ces composants plus légers doivent être séparés du flux de diesel. Par exemple, le diesel est envoyé dans un stripper latéral où de la vapeur surchauffée est injectée. Cela pousse les molécules plus légères à se vaporiser et à monter, après quoi elles sont renvoyées vers la tour de distillation. De la même manière, chaque grand flux de produits possède son propre stripper. Cependant, les carburants obtenus à ce stade ne répondent pas encore aux normes du marché, ils nécessitent donc un traitement supplémentaire. Dans le préfractionneur, nous avons vu que le gaz combustible, le GPL et le naphtha provenant de la section supérieure sont envoyés vers le condenseur. De la même manière, les produits de tête du fractionneur principal sont refroidis et envoyés vers l'accumulateur de tête. À partir de là, une partie du naphtha liquide froid est renvoyée au sommet de la tour comme reflux. Cela refroidit les composants plus lourds et les renvoie vers le bas de la tour, ce qui améliore la qualité de la séparation. Environ 30 à 40% du brut reste sous forme de résidu au fond du fractionneur principal. Ce résidu contient des molécules d'hydrocarbures très lourdes. Son traitement est difficile car un chauffage excessif peut le transformer en coke. Cependant, il contient encore des molécules d'huile précieuse et des gaz piégés, un traitement supplémentaire est donc nécessaire. Le résidu ne peut donc pas simplement être chauffé davantage.
La solution consiste à réduire la pression, car lorsque la pression diminue, un liquide bout à une température plus basse. Par exemple, l'eau bout, normalement à 100 degrés Celsius, mais sous faible pression, elle peut bouillir à une température plus basse. Après le fractionneur principal, une pompe à résidus envoie ce résidu vers le four sous vide. Un éjecteur de vapeur est installé dans le système de vide pour aider à créer une basse pression. De la vapeur à grande vitesse passe à travers l'éjecteur de vapeur, créant un vide grâce à l'effet Venturi. Grâce à ce vide, le résidu peut bouillir à une température plus basse avant d'entrer dans l'unité de distillation sous vide. Un condenseur est installé au sommet de l'unité de distillation sous vide avec un récepteur de vide sur le côté. L'éjecteur de vapeur crée un vide dans le récepteur et ce vide atteint la tour à travers le condenseur, réduisant la pression interne à environ 10 à 15 mm de mercure. Comparé à la pression atmosphérique normale, cela montre à quel point ce vide est intense. Les tours sous vide sont généralement plus larges, car dès que les vapeurs de résidus entrent dans la zone de flash, elles se dilatent rapidement. Ces vapeurs montent et entrent en contact avec le liquide plus froid qui descend depuis le haut. Les molécules plus lourdes qui se sont vaporisées involontairement se condensent dans ce liquide et redescendent, tandis que les vapeurs plus légères continuent de monter. À l'intérieur de cette tour, les molécules plus légères montent et sont appelées gasoil léger. Les molécules plus lourdes se déposent vers la section inférieure et sont appelées gasoil lourd. Comme ces deux flux proviennent de l'unité sous vide, ils sont collectivement appelés gasoil sous vide. La tour sous vide contient un garnissage structuré qui aide à réduire la perte de charge. Sa conception interne avec plateau est également différente et des buses sont installées dans différentes sections. Lorsque des molécules lourdes s'accumulent dans ces sections, elles sont soutirées et peuvent ensuite être transformées en produits de la gamme essence et diesel. Cependant, certaines molécules sont si lourdes qu'elles se déposent sous les plateaux. Ces molécules de fond sont appelées résidus sous vide. Les vapeurs qui montent sont refroidies dans le condenseur et transformées en liquide. Une partie de ce liquide est renvoyée depuis le ballon de reflux vers le sommet de la tour, tandis que la partie restante est soutirée comme produit appelé gasoil léger. Le résidu sous vide n'est pas considéré comme un déchet, car il contient des molécules d'hydrocarbures très longues et complexes. Par exemple, la masse moléculaire des asphaltènes peut être d'environ 3000 à 5000. Ce résidu subit donc lui aussi un traitement supplémentaire, mais selon une approche différente. Les produits obtenus jusqu'ici ne répondent pas aux normes du marché, car les unités de distillation ont seulement séparé les hydrocarbures selon leur plage d'ébullition. Pour transformer ces flux en carburants finaux, un traitement chimique et une conversion sont encore nécessaires. Maintenant, nous allons progressivement transformer ces flux en produits utilisables et avancer vers l'étape finale des carburants, tout en comprenant comment les différentes unités sont connectées. D'abord, regardons les flux qui sont sortis de la raffinerie jusqu'à présent. Le préfractionneur a produit du GPL, du gaz combustible et du naphtha. Le fractionneur principal a produit du gaz combustible, du GPL, du naphtha, du kérosène, du carburéacteur, du diesel, du gasoil lourd et du résidu. La distillation sous vide produit du gasoil léger sous vide, du gasoil lourd sous vide et du résidu sous vide. Nous reviendrons plus tard aux résidus sous vide. Commençons d'abord par les gasoils lourds. Les gasoils lourds, obtenus à partir de la distillation sous vide et du fractionneur principal, peuvent être combinés puis valorisés en produits de la gamme essence et diesel. Une grande partie des impuretés a déjà été retirée, mais ces molécules sont encore présentes sous forme de longues chaînes d'hydrocarbures. Elles doivent donc être craquées chimiquement. En général, plus le rapport hydrogène-carbone d'une molécule d'hydrocarbure est bon, plus la qualité du carburant est considérée comme élevée. Le méthane, par exemple, possède 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone, c'est pourquoi il est considéré comme un carburant à combustion propre. Il existe 2 méthodes principales pour valoriser les gasoils lourds. La première est l'unité de craquage catalytique fluide, couramment appelée unité FCC. À l'intérieur d'une unité FCC, il y a un long tuyau vertical appelé riser. Le gasoil sous vide et le gasoil lourd sont introduits par le bas de ce riser à travers des buses. Le catalyseur chaud entre dans le risé par une conduite latérale. Ce catalyseur est une poudre fine, semblable à de l'argile, et il reste à une température très élevée. Dès qu'il entre en contact avec l'huile lourde, celle-ci commence rapidement à se vaporiser. Cette réaction est extrêmement rapide. En seulement 2 à 3 secondes, les vapeurs peuvent parcourir presque toute la hauteur de 25 mètres du riser. Dès que les vapeurs atteignent le sommet du riser, le catalyseur doit être séparé d'elle. Pour cela, une structure en forme de parapluie et des séparateurs cycloniques sont installés au sommet. Les particules de catalyseur plus lourdes frappent la paroi et retombent, tandis que les vapeurs d'hydrocarbures plus légères continuent de monter.
Pendant cette réaction de craquage, les longues chaînes d'hydrocarbures se brisent en molécules plus petites, tandis que des dépôts de carbone commencent à s'accumuler sur le catalyseur. Pour rendre le catalyseur de nouveau actif, il est envoyé vers le régénérateur. Dans le régénérateur, de l'air chaud traverse le catalyseur, ce qui fait brûler les dépôts de carbone. Le catalyseur chaud régénéré retourne ensuite dans le risée et ce cycle continue. Les gaz de combustion chauds qui sortent du régénérateur contiennent une grande quantité de chaleur. Cette chaleur peut être récupérée pour produire de la vapeur, générer de l'électricité ou alimenter d'autres systèmes de récupération de chaleur. Dans l'unité FCC, les chaînes d'hydrocarbures se brisent en molécules plus petites, mais le produit sort encore sous forme de mélange. Pour séparer ces produits, on utilise un fractionneur FCC, où différents flux sont récupérés sur différents plateaux. Les gaz combustibles sortent par le sommet du fractionneur FCC et ils peuvent être utilisés pour alimenter les fours à l'intérieur de la raffinerie. Le GPL sort également avec eux, puis il est séparé grâce à un procédé de séparation des gaz similaire à celui utilisé dans la section du préfractionneur. Le naphtha qui sort de l'unité FCC appartient à la famille de l'essence, où l'indice d'octane est extrêmement important pour la qualité du carburant. L'indice d'octane indique la capacité de l'essence à résister au cliquetis à l'intérieur d'un moteur à essence. Si l'essence s'enflamme d'elle-même sous la pression du piston, un cliquetis se produit et l'indice d'octane est considéré comme faible. Mais si l'essence s'enflamme uniquement grâce à la bougie, de manière contrôlée, sa qualité d'octane est considérée comme meilleure. Le naphtha FCC possède un indice d'octane plus élevé que le naphtha naturel. Il constitue donc un flux précieux pour le mélange de l'essence. Cependant, il peut aussi contenir des niveaux plus élevés d'impuretés, comme le soufre et les oléfines. Il est donc envoyé vers l'unité de désulfuration de l'essence, où le flux de la gamme essence est purifié. La quantité de produit de la gamme essence qui sort de l'unité FCC dépend du rendement de l'unité. Par exemple, si le rendement est de 50 à 60%, alors environ 50 à 60 litres de produits de la gamme essence peuvent être obtenus à partir de 100 litres de charge. Le Light Cycle Oil sort de la section centrale du fractionneur FCC et il appartient à la famille des produits diesel. Cependant, sa qualité diesel est relativement faible car l'indice de cétane est extrêmement important pour les performances du diesel. Pour produire un diesel de meilleure qualité, la raffinerie utilise l'hydrocraquage. L'hydrocraqueur est l'une des unités les plus importantes d'une raffinerie. La charge de l'hydrocraqueur provient également des gasoils lourds. Avant que cette charge n'entre dans le réacteur, de l'hydrogène y est mélangé. Le mélange charge-hydrogène passe ensuite par un échangeur de chaleur et un four avant d'entrer dans le réacteur où le craquage se produit sur des lits fixes de catalyseurs. L'hydrocraquage se déroule à très haute pression, jusqu'à environ 160 kg par centimètre carré. Dans ces conditions, les impuretés comme le soufre, l'azote et l'oxygène sont retirés, tandis que les longues chaînes d'hydrocarbures se décomposent en molécules paraffiniques plus propres. C'est pourquoi le diesel produit ici est plus propre, possède un meilleur indice de cétane et peut respecter les normes modernes d'émission pour les carburants. Le produit qui sort du réacteur est encore sous forme de vapeur. Il est donc envoyé vers un séparateur haute pression où l'hydrogène non utilisé est séparé puis recyclé. Après le séparateur, le flux principal de produit est encore à haute pression. Avant de réduire cette pression, il peut donc passer à travers une turbine afin de récupérer de l'énergie. Le flux de produit est ensuite envoyé dans le fractionneur. Le naphtha léger sort par le sommet du fractionneur de l'hydrocraqueur, mais son indice d'octane est faible. En dessous, le naphtha lourd est soutiré, suivi du kérosène, du diesel premium, puis du gasoil non converti au fond. Ce gasoil non converti peut être recyclé vers le réacteur ou utilisé plus tard pour la production d'huile lubrifiante. Jusqu'ici, l'hydrocraqueur a produit un flux de diesel relativement propre. Le naphtha provenant de cette unité est également plus propre. Ces flux sont donc envoyés vers leurs bassins de mélange respectifs. Maintenant, rassemblons et comprenons les flux provenant des unités restantes. Commençons par le naphtha. Il appartient à la famille de l'essence, mais ce n'est pas encore de l'essence finie. Le naphtha est obtenu à partir d'unités comme le préfractionneur, le fractionneur principal, l'unité FCC et l'hydrocraqueur. Le naphtha provenant du préfractionneur et du fractionneur principal est collecté puis envoyé vers la colonne de stabilisation. Dans le stabilisateur, la chaleur est fournie par le rebouilleur, ce qui fait sortir par le sommet les composants plus légers comme le GPL et le gaz combustible, tandis que le naphtha stabilisé est obtenu par le bas. Cependant, ce naphtha peut encore contenir des composés soufrés. Il est donc envoyé vers un hydrotraiteur pour retirer le soufre. Un hydrotraiteur est également une unité basée sur un réacteur et son fonctionnement ressemble à celui d'un hydrocraqueur. Le naphtha et l'hydrogène sont mélangés puis envoyés à travers un échangeur de chaleur et un réchauffeur avant d'entrer dans le réacteur.
À l'intérieur du réacteur, l'hydrogène réagit avec le soufre pour former du sulfure d'hydrogène. Le flux qui sort du réacteur passe ensuite dans un séparateur haute pression où l'hydrogène est séparé, puis le naphta est envoyé vers la colonne de séparation. La chaleur est fournie à la colonne de séparation par le rebouilleur. Le naphta léger sort par le sommet, tandis que le naphta lourd sort par le bas. Du H2S, des hydrocarbures légers, ainsi que de petites quantités de GPL et de gaz combustible sortent également de la section supérieure et ces flux sont pris en charge après traitement. Le naphta léger est envoyé vers l'unité d'isomérisation. Ici, les molécules ne sont pas cassées. Au lieu de cela, les molécules à chaîne droite sont transformées en molécules ramifiées, ce qui améliore la qualité d'octane du flux de la gamme essence. C'est aussi une unité basée sur un réacteur où l'hydrogène est envoyé dans le réacteur avec la charge. La sortie du réacteur est ensuite envoyée vers un séparateur ou une colonne de distillation pour séparer l'isoméra. Un stripper peut également être utilisé pour un meilleur nettoyage, puis le produit final va vers le bassin de mélange de l'essence. L'incident expliqué au début de la vidéo était lié à cette section, les hydrocarbures continuant de s'accumuler à l'intérieur de la tour de distillation. La matière présente dans cette section était relativement propre et hautement inflammable. La charge entrait dans la tour, mais la sortie ne s'effectuait pas correctement. Lorsque la tour a débordé, les hydrocarbures se sont échappés du système, provoquant une explosion majeure. Le naphta lourd est traité dans le reformeur catalytique. Là aussi, l'indice d'octane du naphta est amélioré grâce à un procédé basé sur un réacteur. Plusieurs séparateurs sont installés dans toute la section de traitement du naphta. D'abord, le naphta léger et le naphta lourd sont séparés. Ensuite, des séparateurs supplémentaires sont utilisés dans les unités d'isomérisation et de reformage. De petites quantités de gaz léger, comme le GPL et le gaz combustible, sortent de leur section supérieure. Ces gaz sont envoyés vers la section de traitement des gaz expliquée plus tôt, où les gaz utiles sont récupérés et les gaz résiduaires sont traités de manière sûre. Le naphta, obtenu à partir de l'unité FCC, est nettoyé dans l'unité de désulfuration de l'essence. Il contient des oléfines qui aident à améliorer l'indice d'octane du flux de la gamme essence. Là aussi, le naphta est purifié grâce à un procédé basé sur un réacteur. Enfin, les produits de toutes les unités de traitement arrivent au bassin de mélange. Ici, le naphta lourd, le naphta léger et les flux provenant de différentes unités sont rassemblés. Selon la demande du marché et les spécifications de carburant requises, ces flux sont mélangés pour produire l'essence finale. De la même manière, des unités d'hydrotraitement séparées sont utilisées pour le kérosène, le carburéacteur et le diesel. Dans ces unités, les impuretés comme le soufre sont retirées grâce à un procédé basé sur un réacteur et chaque produit est préparé selon les spécifications de carburant requises. Le principe de fonctionnement de base des réacteurs d'hydrotraitement est presque le même. La principale différence se trouve dans le flux de charge et dans l'exigence liée au produit final. Maintenant, il reste encore un flux important, le résidu sous vide. Son traitement supplémentaire est réalisé dans des unités comme la viscoréduction, la coquefaction retardée et le désasphaltage au solvant. Ces procédés peuvent produire des matières de finale comme le bitume, l'asphalte et des produits utilisés dans la construction routière. En dehors de l'essence et du diesel, une raffinerie produit aussi de l'huile moteur, des huiles lubrifiantes, des cires, des peintures à base d'huile et des matières premières liées au plastique. De nombreuses matières premières, utilisées dans les cosmétiques, sont également connectées aux chaînes de raffinage et de pétrochimie. Cette vidéo a été préparée après des recherches détaillées. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires quelle partie du processus de raffinage vous avez trouvé la plus intéressante. Pour plus de vidéos d'ingénierie détaillées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci.